Il y a Aroma Salmon qui est là, il y a aussi Teveil Mayhow et Marion Bois qui représente du coup le film Métal Pacifique, la mélodie de l'enfer au paradis, donc nos deux réalisateurs de ce film, et un des réalisateurs de Surf le feu sacré, Christophe Bouquet, qui est là. Donc c'est autour de cette table qu'on va échanger maintenant. Mondialisation des pratiques sportives et musicales. On va commencer, je vais glisser on va commencer par le surf, puisque du coup on va parler de la Polynésie pour aller vers le monde, et après on parlera du coup du métal. Donc Christophe, comment on arrive à partir sur cette production qui rend admirablement hommage du coup à l'histoire du surf qui passe du coup de la Polynésie au monde, pour revenir à la Polynésie, c'est ce qui est beau d'ailleurs. Comment vous est venue cette idée, puisque tu n'étais pas tout seul, de parler du surf quoi, et de venir à la rencontre du coup de la Polynésie par la même occasion? Ça doit être bon là, hein. Très bien. Bonjour. Donc en fait, on a co-réalisé ce film avec Benjamin Morel, qui lui est surfeur. Voilà, c'est un surfeur. Ça aide. Ça aide. Il a commencé à surfer à La Réunion et puis il s'est installé dans le sud-ouest de la France, qui est une grande terre de surf aussi, avec deux vagues mythiques, Bellara et Parlementia. Et puis je crois que s'intéressant au documentaire depuis de très nombreuses années, il a voulu raconter cette grande histoire sans vraiment savoir par quoi commencer. Peut-être d'abord en prenant des personnages un peu historiques, comme Duke Kanamoku, un des ambassadeurs du surf hawaïen. Et puis il nous est venu l'idée de pas seulement s'arrêter à cette époque-là, mais de raconter une grande fresque historique et culturelle. Et donc en écrivant le dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme partie qui allait se passer en Polynésie. Donc ça nous a permis de faire une enquête assez longue. On a écrit pendant 6 mois le projet, et voilà les débuts du projet. Donc ça vient de l'amour d'un surfeur pour cette pratique, et puis la volonté de créer un récit géographique, sensoriel, épique, mais aussi culturel, et revenir aux racines en fait du surf ici en Polynésie. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le surf, on l'apprend dès le début du film, qui a failli tout simplement disparaître lors de l'arrivée des missionnaires et des colons. Puisque voilà, la pratique du surf et de passer sa journée dans la mer, c'était vu comme quelque chose d'assez mal vu, puisque c'était au final de la fainéantise, hein, tout simplement, puisqu'il fallait que les gens soient rentables. Du coup, très vite, on a commencé à vouloir faire travailler tout le monde, et ça dérangeait un petit peu de caler le surf dans l'emploi du temps professionnel forcé des Polynésiens. Et du coup, le retour du surf, c'est venu un petit peu par le biais de Duke, et du coup par extension de Tom Blake, dont tu parles aussi dans le film. Et du coup, c'est devenu aussi d'un coup, c'est redevenu un symbole de liberté. On entend beaucoup le mot liberté qui est prôné par les différentes interviews de surfeurs qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, ce surf qui devient d'un coup un symbole de représentation aussi, hein, de revenir un peu, de faire revenir la culture polynésienne en avant, et puis aussi l'appropriation du monde par extension. Du coup, c'est devenu aussi un moyen pour la jeunesse, et même au final les moins jeunes, d'exprimer leur volonté d'aller à l'encontre. Moi, j'ai vu quand même un mouvement vers cette résistance à la société, parce que je vais glisser sur le métal, donc Ouais. du coup, je fais ma petite transition, tu vois. Et j'ai vu avec ce symbole de liberté par lequel on passe par le surf, il y a aussi cette résistance au contingent social et aux obligations qu'on a au quotidien, et puis sortir du clivage de travailler métro boulot dodo tous les jours, quoi. Ouais, pour revenir 2 siècles en arrière, quand tu Vas-y. parles des missionnaires qui interdisent le surf, ils n'interdisent pas que le surf, hein. Bien sûr, bien Les sûr. danses, les chants. Donc le métal aussi fait partie de cette volonté. Enfin, moi j'ai vu le film qui m'a beaucoup plu aussi. Et de ce retour aux racines, de parler de soi, de parler de sa colère, voilà, de se réimplanter sur cette terre et avec les siens. Mais non, ce qui est étonnant dans le surf, c'est pas forcément quelque chose qu'on nomme et qu'on raconte dans le film, mais sur tout le développement en fait historique du surf. Et aujourd'hui,
c'est un tel phénomène mondial que celui ou celle qui surfe, je vais dire, sur les côtes bretonnes, ne singe pas le tahitien ou le polynésien. Il fait sa propre culture. Je veux dire que, comme votre film, celui qui va surfer en Bretagne, c'est sur son territoire, c'est avec ses propres codes, et ce sera son propre surf. Parce que surfer dans une eau à 12 degrés, c'est pas comme surfer ici. Voilà, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas la même façon de faire, mais il y a quand même une identité. Ça crée des groupes, ça crée un mode de vie qui bien sûr vient d'ici, mais qui s'est complètement transformé et a été adopté par une culture. Donc pas forcément une appropriation, c'est pas du vol, de quoi que ce soit, c'est plus une assimilation. Une assimilation et de se dire, moi j'ai envie de ce geste, et la plupart des surfeurs, je pense en France et dans le monde, ne savent même pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose de magique dans le fait de naviguer, de revenir comme ça dans ce mouvement incessant, et puis de flotter et d'être porté par l'énergie de la mer. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que ce mouvement mondial est... Bref. Merci. Ça finit en bref, quoi. Ça finit en bref. Merci pour ce bref. Et on va glisser du coup sur le mouvement métal. Du coup, déjà, tous les deux, comment on arrive à trouver l'idée de produire ce film? Qu'est-ce qui a motivé la création de votre film? Écoute, comme pour toi, en fait, il y avait un passionné et une envie de récit, et je crois que finalement, nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que T'éveil avait le côté passion parce qu'il était dans un groupe de métal un peu plus jeune. Il est toujours jeune, voyons. Il est toujours jeune, évidemment, et fringant. Donc lui, il avait cette vue de l'intérieur, et puis moi, non polynésienne, quand je suis arrivée et que j'ai découvert qu'il y avait du métal ici, ça a été... une curiosité vraiment forte. J'ai été vraiment très interloquée que ça existe là. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir le métal ici en Polynésie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour le coup, je découvrais vraiment parce que je ne suis pas une métalleuse du tout. Je n'écoute pas ça. Et c'est parce que ici, ça m'a semblé vraiment interpellant que je m'y suis intéressée, que je me suis plongée là-dedans avec plaisir. Mais donc ouais, il y avait d'un côté une passion, de l'autre une curiosité vraiment forte, où je me suis dit si moi ça m'a parlé, ça me touche et ça m'interpelle, sans doute que d'autres personnes aussi, et donc j'avais envie de parler de ça. Et donc en fait on a eu un regard vraiment croisé et intéressant. Cette co-réalisation, elle a été super parce qu'on avait à la fois le côté pointu local et puis moi le côté un peu extérieur, regard neuf, et avec une envie de partager aussi. Donc je trouve que c'était assez complémentaire, et j'espère que ça se sent un petit peu dans le documentaire. Ça se sent. En tout cas, c'est une belle aventure humaine aussi, hein, puisque c'est pas qu'une histoire de musique, c'est pas impersonnel. Il y a des porteurs de ce mouvement métal. Du coup, T'éveil. Comment tu as vécu cette aventure? C'est mine de rien, c'est un travail qui devait te tenir à cœur de parler du métal. Et est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu espérais au moment où tu t'es lancé dans cette aventure? Alors pour un réalisateur, surtout les perfectionnistes, on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on produit, enfin de ce qu'on veut produire. Du coup, il y a toujours des petits couacs. Petite frustration qui reste. Petite frustration qui reste, mais dans l'ensemble, c'est la réponse du public qui compte en fait. Okay. Et du coup, respecter les délais. Mais jusque-là, on a eu des retours plutôt positifs. Du coup, donc pour moi, c'est nickel en fait. Bon, on est d'accord. C'est nickel. Après, pour revenir sur la production du film, moi j'ai commencé à filmer les groupes de l'intérieur, comme elle dit. Parce qu'on se produisait et on s'est même produit en fait sur les mêmes scènes que Aroma ou Helios d'ailleurs à l'époque. Voilà. Et du coup, on a commencé à prendre des images un peu partout depuis 2017. Et je ne savais pas trop quoi faire en fait de ces images. Et un jour, on s'est rencontré avec Marion dans le cadre professionnel. Et elle me parle de vouloir faire un documentaire en Polynésie. Et d'abord, elle cherchait un petit peu le sujet. Et du coup, je lui ai dit, j'ai peut-être quelque chose. J'ai des rushs en fait de la scène métal. Et elle me regarde comme ça. Il y a du métal en Polynésie. De quoi tu parles? Non, après on s'est vu à une fête. Ouais. Et là, elle a découvert en fait qu'il y avait vraiment du métal. Et c'était parti en fait. Hein. C'était parti.
Un bel alignement de planètes. Après, tout était tracé fluide. Bah, tant mieux, quelle belle rencontre déjà, parce que le résultat est quand même, vous avez vu, vous avez des retours positifs, donc le résultat est saisissant quand même. Du coup, je vais passer à Roma. Ouais. Comment on passe de Fakarava à la scène métal polynésienne, Comment tu es tombé dans le métal? Voilà, c'est plutôt vers ça que je vais me diriger. Bonjour à tous. Écoute, le métal, c'est juste un genre de musique. Bien sûr. La musique est universelle. Alors, je ne sais pas si elle m'est tombée dessus. J'ai bien l'impression qu'elle est innée en chacun de nous, tout genre de musicaux confondus, tout jeu de musique confondu. Mais je sais que depuis mon plus jeune âge, avec mon frère, nous étions attirés par la musique de forme révolutionnaire, avec une opposition d'un ordre établi, rien que par le son, pas par la distorsion. Ça évoquait quelque chose de différent et on pensait être différent déjà à cette époque. Du coup, ça reflétait exactement ce qu'on est, quoi. C'est quelque chose de commun aux deux documentaires, hein, et de toute façon de commun à la Polynésie en général. J'entends souvent parler de mana dans le documentaire, ça revient souvent en fait. Hein. C'est ce qui alimente au final la créativité autour de votre musique, autour des choses que vous avez à dire. Comment on arrive à fédérer ce mana, cette culture, avec cette musique qui initialement vient de l'extérieur? C'est sûr qu'il faut rassembler deux choses, ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur pour que les deux choses s'unissent. Donc forcément, on arrive à un moment où les choses se font de manière naturelle. La question ne se pose pas en fait. Ça s'est fait tout naturellement. Oui, il faut pouvoir couper ce qui nous conditionne et juste être soi-même. Et la vie, le mana, l'énergie fait le reste. Ce qu'on peut amener, ce sont les conditions qui vont mettre en place tous ces éléments-là. Et la vie ou le mana va opérer. On n'a aucune maîtrise sur la pousse de la plante, par exemple. Mais ce qu'on peut amener, ce sont les conditions nécessaires à la pousse. Et le mana et la vie, c'est ce qui va œuvrer à travers la pousse de la plante elle-même. Okay. Christophe, du coup, je parlais de ce mana. C'est aussi une thématique qu'on revoit souvent dans ton documentaire. Beaucoup de surfeurs polynésiens, et puis même par extension, même si les mots utilisés ne sont pas forcément les mêmes que ça, quand c'est des surfeurs états-uniens comme Laird Hamilton ou par le biais de la carrière de Kelly Slater. Cette énergie qui vient des vagues et de la mer, toi qui as un regard extérieur dessus, comment tu as ressenti l'importance du mana dans la vie de ces sportifs de haut niveau? Ce fameux micro. Effectivement, le voyage du surf à travers le monde s'est fait par une somme de hasards heureux et essentiellement par des rencontres de personnes qui ont été émerveillées par cette pratique. Donc il y avait eu au XIXe siècle un ancien roi hawaïen qui avait réapproprié une petite guitare à 4 cordes qui venait du Portugal, qui s'appelle maintenant le ukulélé. Il a fait un voyage à Vienne et il avait vu en fait les danses de Vienne. Il s'était dit mais il faut que je fasse la même chose avec mon peuple, il faut que je réactualise les danses, même si elles sont interdites. Nous allons remettre les danses au goût du jour. Et pareil pour le surf. Il avait pris des photos de surf. Après, il y a eu Jack London qui a écrit dessus. Il y a eu énormément d'écrits. Duke Kanamoku, en faisant le tour du monde en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, il y a des personnes comme Tom Blake qui vont être aimantées en fait, par cette vision et qui, à leur tour, vont le transmettre. Nous, notre film s'appelle Surf, le feu sacré, parce qu'on considérait que c'est comme une transmission, une chaleur, quelque chose qui pouvait pas se décrire, dont on ne pouvait pas parler. Alors je sais que vous avez mis un mot sur le mana. Nous, notre film, c'est pas appelé Surf le mana parce qu'en Europe, personne ne sait exactement ce que c'est. Mais nous, on l'a traduit de cette façon-là. Le feu, cette énergie qui peut nous habiter, qui peut aussi nous quitter, qui n'est pas toujours ici, pas toujours là. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de raconter dans cette grande épopée, parce que ça dure sur un siècle, et de voir où se cachait, où se nichait l'énergie, la transmission et l'amour pour cette discipline.
Du coup, Marion, par le biais de T'éveil et du coup du mouvement métal à travers lui, tu as eu ce mouvement de transmission dans ta direction, du coup de partage. Et c'est vrai que la spiritualité est souvent évoquée dans le documentaire, mine de rien. Est-ce que tu as ressenti cette énergie dont parlent tous les métalleux de notre documentaire, de votre documentaire? Et tous les Polynésiens de manière générale, oui. Enfin, alors déjà, je l'ai ressenti parce que j'ai séjourné ici, et c'est marrant parce que parfois je me dis, avant d'avoir séjourné ici, quand je voyais un beau paysage, quand j'étais émue par quelque chose, je sentais qu'il se passait quelque chose dans le corps, mais j'avais pas de mots en fait, il n'y avait pas ce référentiel-là. En vivant ici, j'ai appris ce que c'était. Je ne sais pas si je le ressens aussi bien que vous, qui l'avez ancré vraiment dans les racines et depuis tout petit. Mais en tout cas, ça a changé ma façon de voir les choses déjà comme ça. Après, oui, de le voir avec les métalleux, hein, je dis. Mais, ça a été un pan hyper intéressant. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que finalement, c'est tellement naturel que parfois, quand on arrivait et qu'on posait la question, ça dépend pour qui, pas tous, mais parfois, il y avait une sorte d'hésitation, comme si la question était étonnante, comme si elle était... parce que je crois que c'est juste... volontaire, pas volontaire, naturel, quoi. C'est assimilé, c'est quelque chose qui... Le métal, quand on joue sa musique, bah oui, on l'exprime avec ce qu'on est, et on est aussi une part de mana. Ce que disait Aroma, ça s'est fait naturellement, il n'y a pas vraiment d'explication concrète de ça. Il n'y a pas d'intellectualisation, il n'y a pas de mouvement conscient, c'est quelque chose qui existe comme ça, puisque la musique, c'est une expression, et on s'exprime tel qu'on est, quoi. Après, ce que je trouve intéressant, et pour revenir à la thématique sur la mondialisation, c'est qu'en fait, on a deux films qui sont en fait en mouvement opposé, on va dire. En opposition. C'est-à-dire que vous parlez enfin je dis vous parce que vous êtes deux réalisateurs, mais vous partez d'un mouvement polynésien qui a réussi à s'exporter, qui est devenu mondial et qui s'est démocratisé au point qu'il y ait des millions de pratiquants aujourd'hui. Et nous, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de quelque chose qui est arrivé, un mouvement musical qui existait déjà. Et nous, tout notre travail, ça a été au contraire de montrer comment il s'est transformé, il a muté en arrivant ici. Il y a ce même travail d'assimilation, on en parlait tout à l'heure avec le surf en Bretagne, par exemple. Ouais. Pour la musique métal ici, c'est pareil, il y a une vraie absorption du métal pour en faire autre chose. Ouais, c'est ça. Et je pense que dans un sens comme dans l'autre, donc quand un mouvement polynésien s'exporte ou quand il importe quelque chose, bah finalement le trait commun, ça doit être ça. Parce que à chaque fois, effectivement, il y a une patte qui vient d'ici, qui s'imprègne en fait d'ici, et peut-être que le mana n'y est pas étranger. D'ailleurs, on en parle, il y a un moment, une intervention, on parle de métal folklorique, où on dit que c'est commun en fait, de voir les influences d'un pays sur un mouvement musical. Là, on parle du métal spécifiquement parce que c'est de ça qu'on parle, mais ça va pour toutes les musiques, tous les genres musicaux. Et on parle aussi, à un moment, j'entends parler de, je ne sais plus quel intervenant du documentaire parle de métal indigène aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette idée d'assimilation. Et au final, à un moment donné aussi, on parle de se réapproprier la culture par le biais de la musique métal, avec la plupart des textes qui sont dans les langues d'origine des différents chanteurs et acteurs du mouvement métal. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir des nouveaux outils pour entretenir sa culture. Et du coup, au-delà de cette réassimilation, j'entends à un moment le film glisse d'ailleurs avec un fil rouge. C'est qui d'ailleurs qui a eu l'idée de ce fil rouge où on voit une jeune fille qui pratique le toéré et qui finit par glisser sur son amour du métal pour rejoindre un groupe de métal? Alors, en fait, quand j'ai reçu la première trame de Marion, parce que c'est elle qui a placé en fait les interviews dans le documentaire, j'ai senti qu'on pouvait améliorer en fait le produit et faire un docu-fiction, c'est-à-dire créer un monde parallèle en fait pour justement illustrer l'histoire. Et moi, je me suis inspiré de mon expérience personnelle en fait. Et normalement, d'ailleurs, c'était un jeune garçon qu'on devait caster, mais pas pour des problèmes
personnel, on a dû changer le cast et on est tombé sur Koray Picard, qui pratiquait de l'auto-aéré déjà. Hein. Elle le pratique vraiment, elle fait pas semblant. Elle le pratique, non, elle pratique. Quoi. Et du coup, j'ai trouvé intéressant en fait de partir sur cette vision plutôt féminine, extérieure, quelqu'un qui pratique la culture. On voit la à un moment donné, au moment où elle prépare ses affaires. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, on a imaginé cette fiction pour compléter un petit peu le film, en fait, qui, à mon avis, serait peut-être un peu moins parlant si ça n'existait pas, quoi. Mais c'est vrai que ça donne une dimension. Au final, ça crée une représentation de ce qui se passe et de son dont on parle. Et puis il y a ce glissement tout au long du film où il y a quand même un suivi où on commence à parler du mouvement, de l'histoire du mouvement, pour arriver à ce désir d'exporter maintenant la musique, le résultat de ce qu'on a réussi à créer avec cette hybridation. Et c'est vrai que sans ce fil rouge, l'expérience serait complètement différente. Et je pense que ça participe beaucoup au charme du film. J'espère que vous l'avez tous vu. Hein. Sinon, il faut aller. Hein. Pareil pour le film sur le surf, bien sûr. Et toi, tu l'as vu. Il passe à 13h. Comment il fait la promo? Il fait la promo. Oui, ça passe dans pas longtemps. J'ai pas de montre là, mais. Et du coup, est-ce que, d'ailleurs, on va essayer d'avoir cet échange-là. Moi, je voulais poser une question. Romain. Tu as vu le film hier? Et qu'est-ce que tu penses du fait d'exporter, de sortir de Tahiti? Tu penses que c'est de la Polynésie? Tu penses que c'est quelque chose de bon, ou toi, tu penses que c'est quelque chose qui pouvait parce que j'imagine que tu as fait toute ta carrière ici et que tu continues ici et que vous avez un public. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut régénérer le métal polynésien ou... Est-ce que tu penses que c'est important que la musique, le métal d'ici s'exporte? Oui, bien sûr. C'est quelque chose auquel on ne peut pas vraiment échapper puisque les réseaux sociaux sont parfois incontrôlables. Mais d'avoir un reportage qui est bien construit, avec du cœur, mais aussi de la tête, puisqu'il faut répondre à des critères internationaux. C'est une bonne chose que le public puisse accueillir quelque chose dans ses propres codes, dans les codes qu'il demande en tout cas, auxquels bien sûr il peut y répondre. Et puis oui, bien sûr, il faut, pour se faire connaître, il faut passer à travers les médias, et il faut se faire entendre, il faut se faire voir. Et on devient ambassadeur aussi quelque part de la Polynésie dans une autre voie. Il y a l'arbre qui continue de nous agresser, hein. C'est arrivé tout à l'heure pendant l'interview de ce matin. Et faites attention, du coup, il y a des projectiles. J'espère que vous n'allez pas en recevoir vous aussi. Mais vous avez déjà joué à l'étranger à l'étranger aux États-Unis, oui, avec mon groupe Tikahiri, avec lequel on a joué pendant 15 ans. On a fait 5 albums. Le dernier enregistré par exemple chez Real World Studios chez Peter Gabriel en Angleterre. Le 4e avec Frank Redlich qui a fait les Indochine. On a joué au Japon, en Chine, en France, au Black Woodstock. On a partagé des scènes avec The Dandy Warhols par exemple. Pas mal de belles aventures. Ensuite, en parallèle, depuis 2017, j'ai avec mon autre groupe, des Rookies, qui lui est plus métal, un peu plus extrême, mais avec plus de profondeur me concernant. Ça parlait de plus de spiritualité. Et avec une musique extrême, du coup, il y avait vraiment des paradoxes là qui étaient intéressants, en tout cas qui nous faisaient un peu vibrer. Et on a joué quelques fois à l'extérieur avec ce groupe-là. Et le monde de la musique est difficile. Ça fait quelques années qu'on essaye d'intégrer le Hellfest, une plus grosse scène musicale au monde. Il me semble que la dernière édition avait dépassé les 280 000 personnes. C'était juste balèze. Eh ben, c'est pas facile, parce qu'il faut être produit par des maisons de disques, il faut faire partie de quelques clans. Il y a des critères à remplir, c'est pas juste être invité au Hellfest, il y a des... Oui, mais du coup, et aussi il faut y être intégré totalement. Et pour cela, eh ben, il faut délaisser un petit peu le travail, la famille, et voilà, c'est pas chose facile, surtout à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais j'avais une idée de lancer peut-être une plateforme avec plusieurs groupes, 3 groupes de Tahiti, 2 groupes de Nouvelle-Zélande, un groupe de Samoa par exemple, et monter une scène indigène, parce que dans un festival, pour éviter qu'il s'essouffle, forcément, il faut qu'il y ait un peu de rafraîchissement.
J'ai proposé cette formule, j'ai eu une réponse, maintenant il faut attendre qu'elle puisse se mettre en place. Et puis, en tout cas, le souhait, le désir est toujours là, bien présent. Merci. Merci à toi de participer aussi à la réflexion. Du coup, on parlait de Hellfest et il y a un personnage justement d'une jeune fille qui travaille pour le Hellfest depuis quelques années, une Polynésienne. Comment vous êtes retrouvés à faire cette rencontre? Qui est cette personne qui surgit à un moment du documentaire et qui nous montre une autre facette de l'amour du métal? Quand on s'intéresse à la communauté, Stéphanie, elle est forcément la rencontre très rapidement. Teva, il la connaissait depuis longtemps. Donc oui, elle est en première ligne de tous les fans du métal. Hein. Elle est là à tous les concerts. C'est génial parce qu'en fait, souvent, en plus, elle vient avec ses filles qui ont, je sais pas, 9 ans, 7 ans, qui sont maquillées, elles sont déjà dans le mood, quoi. Donc ouais, Stéphanie, c'est vraiment... c'est vraiment une personne phare en fait dans l'histoire. Et puis elle dit des choses fortes aussi. Elle dit que ça lui a sauvé la vie, mine de rien, hein, le métal. Hein. On part sur quelque chose quand même de salvateur, qui va quand même à l'encontre de l'image que la religion se fait du métal, par exemple. Tout à fait. On en parle d'ailleurs dans le film. C'est vraiment la famille. Hein. Aroma, Roura, tout ça. C'est vraiment vous avez une place primordiale dans son cœur, dans sa vie, et puis c'est quelque chose qui effectivement qui la soutient, qui l'a soutenu en tout cas dans les moments difficiles. Et puis après il y a aussi beaucoup de bons moments, mais en tout cas ouais, c'était important. Et Teva, surtout tu souhaitais vraiment qu'elle apparaisse dans ce documentaire. En termes de storytelling, il était important d'apporter la touche émotion en fait. Parce que sinon, ce serait que des musiciens, que de la technique, et avec un peu de culture, enfin beaucoup de culture. On pourrait devenir froid sans s'en rendre compte. Quoi. Du coup, je tenais à ce qu'il y ait cette touche émotion. Et c'était que Stéphanie qui pouvait apporter ça, parce qu'elle n'est pas forcément intégrée dans un groupe actif, en fait. Elle est musicienne, mais elle est plus active en tant qu'amatrice de métal, voilà, et surtout au Hellfest en fait. C'est la seule qui va au Hellfest toutes les années pratiquement en tant que bénévole. Et d'ailleurs, c'est elle qui donne le sous-titre du film Métal Pacifique, La mélodie de l'enfer au paradis. C'est elle qui le dit dans le. Oui, c'est vrai qu'à un moment, elle le dit. Donc ça vient d'elle, le titre du film. Ça vient d'elle. Ok. Alors, je vais revenir un peu au surf. On va glisser sans transition. Sans transition. Pourquoi transitionner, pourquoi? Mais non, mais bien sûr, c'est comme des vagues. Des raccourcis, ça suffit. Voilà. Je me suis pris une vague. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Du coup, on va reglisser au surf et on va parler. On parlait du coup de la résonance du surf dans le monde, puisque c'est la thématique, hein, la mondialisation. Comment tu peux expliquer que le surf ait autant de popularité aujourd'hui? Comment, après à toi avoir fait tout ce que tu as fait pour réaliser ce film, comment tu peux expliquer que le surf s'impose de cette manière sur la scène mondiale? J'en sais rien. J'en sais rien. Merci Christophe. Mais quel et tu t'en vas. Il m'a mis un bref déjà, et maintenant il m'a dit j'en sais rien. Non, mais après, peut-être que dans cette époque de problèmes climatiques, de relations à la terre, de relations à l'élément, peut-être que le surf, en tout cas ceux qui le pratiquent, ça les ramène à quelque chose d'essentiel un peu partout sur Terre, et ça leur fait redécouvrir la fragilité de notre élément, la fragilité des océans, le fait de protéger notre Terre, de protéger Gaïa, et peut-être que le surf est un geste d'amour et que tout le monde veut y participer et veut apporter sa pierre. Je sais pas, j'ai pas de raison populaire. Je pense pas que ce soit les grandes marques qui donnent envie aux surfeurs. Est-ce que tu penses que c'est il y a eu un vecteur dans les années 80 où en fait les grandes marques de surf, Rip Curl, Quicksilver, cette promotion gratuite, voilà, on collait en fait leur image partout et ça devenait une façon d'exister, de faire partie d'une tribu. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé complètement cette étape-là. Et donc, il y a vraiment une recherche de s'extraire du monde, de s'extraire du bruit, de se retrouver un peu seul avec la mer et les éléments. Donc, peut-être que c'est un bon signe, peut-être que c'est pas un bon signe, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui font du surf. Et c'est d'ailleurs un problème, parce que ça pose des problèmes
de fréquentation des plages, ça pose des problèmes de surtourisme. Je veux dire que des personnes qui vont prendre des avions 3 fois dans l'année pour aller surfer des grosses vagues et dire qu'ils protègent la planète, c'est quand même un peu contradictoire parfois aussi. Ça pose des problèmes aussi de surpopulation à certains endroits. Aujourd'hui, dans le sud-ouest de la France, pendant 2 mois, c'est les eaux usées qui se répandent parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui viennent surfer que les plages sont dégueulasses, que ça pourrit aussi le territoire. Donc il y a un vrai enjeu aussi écologique autour de cette massification, de cette mondialisation. La mondialisation apporte des choses belles, mais si elle apporte bien sûr. Toute la merde qui va avec, on le sait. Donc voilà. Bref. Ça va être le mot de cet échange, quoi, le bref de Christophe. C'est beau quand même. Mais c'est rock'n'roll, hein, c'est rock'n'roll de glisser des brefs comme ça. On reste dans le thème. Donc, merci en tout cas pour ton avis sur la question. Du coup, je vais glisser aussi. Bon, là, je vais faire une transition. Par contre, on parlait tout à l'heure du symbole du métal et de la perception de la religion à cet égard. On a vu qu'il y avait une grosse lutte au début du mouvement métal au début des années 90, parce que les grands mouvements religieux d'ici avaient du mal avec ça. Comment on traverse ça, Roma? Comment on traverse la réaction des religions par rapport à votre musique? Alors là, on parle d'il y a 25 ans, hein, oui, en bien arrière. sûr, ça va mieux quand même. Oui, bien sûr. Et bien sûr, face à une autre génération. Nous-mêmes, nous étions de jeunes loups à cette époque, férus de curiosité et aussi d'expérience à vivre. Et forcément, lorsqu'on a en face de nous une 50aine de personnes à genoux qui brandissent des cartes ou des pancartes et des banderoles pour combattre le diable, c'est une caméra, c'est là où T'Éveil et Marion doivent y être pour tourner un clip. Parce qu'il y a vraiment une énergie forte qui en ressort. Et c'est la lutte du diable contre Dieu, quelque part. Et nous, ça nous a fait de la pub. Ça nous a... Parce que quand on parle de bien ou qu'on parle de mal, on en parle. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ça nous a fait connaître. On était heureux de faire la une des journaux. Et puis on utilisait ça pour justement se construire. Et 25 ans plus tard, on comprend mieux ce dualisme, cette dualité entre ces deux entités. Et c'est quelque chose de normal qu'il faut pouvoir unir à la fin. Et en fait, c'est quelque chose qui est là et qui est juste normal aussi. Ça contribue à la célébrité, entre guillemets, des stars de l'époque. Ça a fait la promotion. Le bad buzz, c'est du buzz quand même. C'est ce qu'on dit souvent avec les influenceurs aujourd'hui. Et nous, on est là en train de démystifier avec le documentaire, quoi. Non, il faut qu'on refasse le doc. Non, mais il y aura peut-être une suite. Mais pour terminer, le père Christophe, qui est un très bon ami, justement représentait cette figure religieuse à cette époque. Et puis il a tourné dans un clip de Tikahiri. Du coup, on se réunit et puis c'est un homme extraordinaire avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la nuit aussi. Et voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. T'as raison. Pour moi, c'est comme si Jésus et le rock avaient fait un enfant, Père Christophe. Pardon. Excusez-moi, c'était une petite pensée volatile. Ça arrive des fois. Une petite glissade. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée en disant des bêtises. Dis donc. Remonte pas au bien. pic. Bref. Non, mais je trouve qu'il y a, voilà. le fait d'être invités là tous les deux, nos deux films, il y a quelque chose de commun. Je trouve qui est très très beau, c'est que c'est déjà deux feel-good movies, deux films qui font du bien, sur la créativité, sur le fait que on peut aller mal, mais aussi on peut trouver les moyens aussi de transformer ces questionnements et ce mal-être en faisant quelque chose de beau, que ce soit le surf ou vous, le métal, en tout cas de transformer notre geste, nos questionnements dans de la créativité. Et ça me fait très plaisir de partager ce débat avec vous parce que voilà, on délivre un peu le même message d'une certaine façon. Voilà. Clairement, ça apporte un petit peu de légèreté. On en parlait en plus avec T'Éveil l'autre fois. C'est vrai qu'on a souvent des thématiques dures qui sont présentées au FIFO. Avoir un petit peu quelque chose d'un peu plus léger, ça permet quand même de se faire du bien, quoi. Je dirais pas léger, parce non, que bien sûr. c'est pas les films légers, mais c'est vraiment
sur transformer le geste autrement, en fait. C'est pas seulement être dans un constat avec de poser un récit. Moi, personnellement, c'est la première fois que je fais un film sur le surf. Hein. Je suis comme toi, je suis pas métalleux ou surfeur. Quand j'ai commencé à venir sur ce film, je ne connaissais rien au surf. Maintenant, je maîtrise un peu, quoi. Mais je maîtrise un peu mon sujet, mais pas trop. Mais donc je travaille beaucoup sur des sujets très difficiles, sur la mafia, sur le crime organisé. C'est un peu ma spécialité. Et là, ce qui me fait du bien avec ce film-là, c'est de montrer la beauté des choses, la beauté de ce qui nous entoure aussi. C'est très important de le voir. C'est très important d'en prendre conscience. Et merci du FIFO de nous accueillir aujourd'hui. Je pense que même pour attirer le jeune public, il faut des films comme ça. Parce que d'aller voir des films qui sont très lourds tout le temps, moi ça fait quand même quelques années que je viens au FIFO, c'est pas forcément des sujets qui m'attiraient quand j'étais jeune en fait. Et du coup d'avoir des trucs un peu plus, bien sûr, plus accessibles on va dire, c'est ce qui va faire que les jeunes ils seront au rendez-vous les années d'après en fait. Donc il faut avoir ce genre de film ici en fait. Surtout que ça va dans la continuité aussi du FIFO qui essaye de plus en plus de s'adresser aux jeunes. Hein. On sait que les moins de 26 ans, par exemple, ont un accès gratuit aux projections. Donc voilà, c'est vrai que leur proposer quelque chose qui leur parle, ça permet de transitionner doucement vers leur présence régulière et peut-être même des futurs réalisateurs de documentaires aussi. Je retiens une phrase d'un moment du documentaire sur le surf, c'est « Le surf est une danse, n'oubliez jamais de danser et de sourire ». Et ça me permet de rebondir sur ce que tu venais de dire. Et c'est vrai que dans les deux cas de ces films qui parlent un petit peu de créativité, on a cette idée du lâcher-prise. Tu vois, du lâcher-prise. Tout à l'heure, Aroma m'a bien illustré ça en me disant, j'ai essayé de lui demander comment c'est arrivé. Et bon, en fait, non, c'est tombé... c'est arrivé comme ça, il n'y a pas de moyen de l'expliquer. Et c'est vrai qu'on est toujours on parlait d'intellectualisation tout à l'heure, et c'est vrai que des fois, la simplicité est peut-être la meilleure réponse à ce qui se passe autour de nous. Et du coup, voilà, donc merci déjà pour vos deux documentaires. Merci d'avoir pris le temps de nous faire partager tout ça. Merci pour l'invitation. Merci. Et je vais... Théveille, tu veux dire quelque chose? Et je vais juste laisser un petit peu la parole au public avant de réembrayer sur finir cet échange. Est-ce que vous avez des questions? Je vois une main qui se lève, il y a déjà un micro. Alors, puisqu'on est dans le thème des questions fâcheuses, moi, j'aimerais poser une question par rapport à la mondialisation de la musique locale et principalement le deck. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Bon, moi, je suis un petit amateur de deck, j'aime bien ce genre de musique et je sais que, comme dans les années 80, c'était très fâcheux, les gens ils n'aimaient pas trop ça avec les boombox et tout. Est-ce que ça a un avenir pour la Polynésie et mondialement, à l'échelle mondiale, est-ce que ça a un avenir aussi? Tu parles de la tech ou du métal du coup? Du Oridek. Voilà, de la musique sympa ou Oridek, ouais. Aroma, c'est plus toi qui as des enfants. Un conseil. Oui, alors justement. Tu lances la patate sur Aroma. J'ai un de mes fils qui a 15 ans, et lui aussi, il fait du holiday avec tous ses potes, ils sont dans le surf. On habite en face de la passe de Tapuna, en hauteur, et justement la passe est devant. Du coup, surf et holiday, ça se combine très bien. En tout cas, c'est la musique du moment pour cette tranche d'âge. Et de plus en plus, elle est en train de conquérir. Parce que là, il y a quelques semaines de ça, j'ai vu un reportage en Australie où tu entends des rythmes traditionnels dans du deck mixés par des locaux, par des jeunes locaux. Et ça va très vite. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une énergie qui est très prenante, parce que le rythme est là, il est profond, il te prend. Et c'est une musique qui a, je pense, de l'avenir. Je pense qu'il faut, il faut laisser le libre cours aux créateurs de pouvoir créer, hein, justement. Et ça se fait de plus en plus et de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Donc on va reprendre. On a tout ramassé, C'est ça. Mais il c'est le vent qui se lève, le ciel qui commence à devenir gris, ça décourage les gens. Je voulais revenir du coup, comme il n'y a pas... Au final, il y a une question. À chaque fois, c'est comme ça. Ouais, non, bonjour Fred. Bonjour. Sur la scène métal ici en Polynésie, est-ce qu'il y a une forte solidarité entre tous les groupes ou est-ce qu'il y a eu des tensions, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a toujours eu cette solidarité qu'on a l'impression de voir dans le film ou pas?
Alors, c'est la solidarité entre les groupes, tous styles confondus. C'est vrai que c'est pas très évident parce qu'il y a comme une forme de concurrence aussi quelque part. Il faut sortir du lot. Mais en ce qui concerne le métal, c'est un univers complètement différent. C'est une communauté qui déjà il n'y a pas beaucoup de groupes dans ce genre. Du coup, il y a moins de prise de tête. Et aussi, on partage les mêmes codes. Chacun, bien sûr, dans son domaine de métal. Nous, par exemple, avec Teruki, on est dans le black metal. Uravena, anciennement Varuino, ils sont dans le thrash metal. Et tous ces éléments-là font un parcours ensemble et comme des compagnons de route, tout se passe vraiment bien. Et vous aviez eu aussi un projet commun dans 2000, Démo 2000, là, non? Vous aviez un projet commun ou vous aviez sorti un... Enfin, ça a été interrompu par le Covid, mais... Oui, alors Teruki devait intégrer le Hellfest juste avant le Covid. Et le Covid nous a arrêtés en ordre de marche. Et c'était dommage parce que ça a été vraiment difficile de reprendre. Mais après, j'en parlais tout à l'heure de cette plateforme qui a été proposée au patron du Hellfest avec une nouvelle scène pour rafraîchir un petit peu, avec du métal indigène, dont font partie 3 groupes locaux, et 2 groupes néo-zélandais, et aussi un groupe de Samoa qui ne sont pas fermés à l'idée. Et on espère bien sûr avoir un retour positif prochainement, quoi. Et en Équateur, parce que Fred en fait a fait un documentaire sur la musique métal en Équateur. Et c'est pareil, il y avait cette solidarité entre les groupes? Alors justement, c'était pour ça que je posais ma question, parce que un des thèmes dans le film qui est abordé, c'est cette concurrence que se créent les groupes. Après, il y a peut-être plus de groupes, la scène est peut-être plus grande, en tout cas dans la ville où j'étais, à Cuenca. Et il y avait cette tendance à... Chaque groupe voulait tirer la couette vers lui et n'allait pas, par exemple, au concert des autres. Enfin, c'était un peu... il y avait un peu cette concurrence entre les groupes pour essayer d'être le groupe qui va sortir, le groupe de la génération qui va sortir par rapport aux autres. Donc c'était pour ça que je posais cette question. Je voulais savoir comment ça se passait ici et c'est très bien qu'il y ait cette solidarité. Et voilà. En fait, en fin de compte, je pense qu'on n'est pas assez de groupes pour pouvoir arriver dans ce genre de situation-là. Du coup, c'est réglé d'entrée. Et d'ailleurs, tu as fait la promo de ça à TVI tout à l'heure, mais si ça vous intéresse, il faut aller au Luxe ce soir parce que c'est scène ouverte et il y aura Uravena. Ah oui, il faut nous donner l'adresse. Hein. Moi, je connais rien. Oui, ce sera fait. C'est la première fois que je viens ici, à Tahiti. Google Maps, sinon le Luxe. C'est ce que j'allais dire, le Luxe, c'est sur le Google Maps, je crois. Donc voilà, vous avez déjà un rendez-vous pour ce soir. Ah, une autre question. Oui, Rana, j'ai juste une question. C'est pour la musique, le métal. Il y a d'autres jeunes qui veulent s'y mettre, mais n'ont pas trop les moyens. Il n'y a pas de concours, il n'y a rien en fait. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une ouverture? Alors, la plupart, et moi-même, je suis un self-made. Ça veut dire qu'il faut avoir une volonté. Il faut avoir le désir, le souhait d'arriver à pouvoir faire un album et puis se prendre en main. Donc la première étape, c'est d'abord avoir une guitare électrique, un petit ampli, une chambre pour pouvoir s'isoler et pouvoir composer. Pour moi, ce serait la première étape. Ensuite, quand on arrive à avoir assez de titres pour pouvoir le mettre sur un support, et si on a besoin de finances, il y a la SACEM, qui est un organisme qui permet aux auteurs-compositeurs de pouvoir bénéficier d'aide. Et aussi, il me semble aussi qu'aujourd'hui encore, le ministère de la Culture octroie aussi des aides, mais pour cela, il faut avoir l'objectif d'abord de faire un album, de pouvoir faire des scènes, parce que forcément, si le ministère et la SACEM financent de tels projets, il faudrait aller au bout de la démarche et qu'au bout, il y ait des scènes et des ventes d'albums pour pouvoir accomplir vraiment le projet. Alors pour répondre précisément à ta question, il faut tout d'abord avoir la vision de ce qu'on veut faire et avec du courage, bien sûr, les jeunes peuvent y arriver. Encore une petite question. Puis comme tu disais tout à l'heure,
se rapprocher d'une communauté aussi, aller dans les endroits où les personnes partagent le même amour que nous, quoi, pour communiquer. On faut pas rester. C'est bien d'être dans sa chambre pour composer, mais c'est bien aussi de rencontrer ceux qui font la même chose que nous. D'élargir ses horizons avec des rencontres. Parce qu'on me pose souvent la question comment tu es devenu réalisateur. C'est aussi en regardant beaucoup de films, mais aussi en rencontrant les autres. Quoi. On peut rien faire tout seul. Oui, bien sûr. Mais quand je parlais de s'isoler dans la chambre, c'était surtout pour parler des compositions. Parce qu'aujourd'hui, il faut être authentique. Et la musique métal, avec la distorsion, ça peut très vite ennuyer les voisins. Mais avoir déjà une base de composition dans sa boîte personnelle permet après de réaliser le projet. Du coup, je dirais que la première étape, après la guitare et l'ampli, c'est de devoir composer. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, il y a de moins en moins de reprises qui sont jouées et de plus en plus de compositions personnelles. Donc forcément, de plus en plus d'authenticité et c'est vers ça qu'il faut tendre. Moi, j'avais une petite critique sur votre film. Oula. C'est que, en fait, la plupart des intervenants parlent français, et j'aurais aimé en fait que les paroles soient parfois traduites pour comprendre le sens profond de ce que vous dites, parce que je me suis senti un peu en dehors du coup. Ça a l'air très puissant, justement, vous utilisez cette langue qui est directe, qui est la vôtre, en tout cas pour votre... Et j'aurais aimé parfois comprendre vos textes. Voilà. C'est pas trop tard et c'est une bonne idée, on pourra sous-titrer. Mais pour répondre à la question de Christophe, si on va sur, comment ça s'appelle, cette plateforme, est-ce que vous pouvez citer quelques plateformes que ça s'appelle c'est une plateforme bien connue des musiciens qui est facile d'utilisation. Les 2 albums de Teruki, par exemple, sont traduits. Un côté, bien sûr, pas Motu, parce que c'est la langue dans laquelle on s'exprime, et à côté, traduit en anglais. Ouais. Et aussi en français, me semble. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui adore le métal, qui va tous les ans au Hellfest, et j'aurais bien aimé acheter un de vos albums. Mais on me dit que ça se vend plus et que maintenant, il faut aller sur Deezer ou sur les... Et moi, j'aimerais avoir l'objet pour pouvoir lui offrir. Donc, si vous en avez à m'en vendre... Je crois que j'en ai un du dernier. J'aime bien Christophe qui fait ses courses pendant une table ronde. Non, mais il faut, parce que lui, c'est un sacré ambassadeur. C'est ça. Et puis, surf et musique. On est là pour se rencontrer, non ? Surf et musique, ça va de pair. C'est pas si long, donc, bien d'accord. Puis la vie est courte, donc il faut en profiter. T'as bien raison. Et puis, c'est métal. Ça tombe bien, moi je voulais une planche de surf aussi. Dédicacée par Christophe, du coup. Juste par rapport à ça, c'est la scène métal, c'est drôle parce que c'est un des derniers styles musicaux, je trouve, où il se vend encore pas mal de CD. Bon, peut-être pour les petits groupes, les petites productions, c'est plus compliqué, mais moi j'achète encore des CD de métal. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de styles musicaux où ça se passe encore. L'objet, il y a toujours dans le métal, il y a toujours cette recherche du graphisme, de l'art qui va autour de la musique et de l'album. Et donc oui, c'est ce que tu disais par rapport au fait que non, maintenant c'est compliqué. Dans le métal, ça existe encore, et je trouve ça très bien. Voilà. D'ailleurs, pour rappeler, le rock'n'roll et le surf sont intimement liés en termes de culture. C'est parce qu'on a vu des films de surf ou de skate et compagnie qu'on s'est mis aussi dans cette musique. Punk rock, metal, ça va ensemble en fait. Et du coup, peut-être qu'il faut rappeler ça aussi. Oui, après c'est un phénomène naturel puisque les 2 entités sont des sujets qui portent à la révolution, qui portent à aller contre l'ordre établi. C'est ça, forcément quand le skate, le snowboard, le surf, et forcément si tu as une musique bien rock ou bien metal derrière, c'est cohérent. Ouais. Oui, ça fonctionne bien ensemble. Du coup, est-ce que vous avez encore des questions ? Sinon, on va clôturer cet échange. Est-ce que quelqu'un a encore une petite intervention ? C'est bon ? Alors... Moi, j'en étais bien, là. Ah ouais, je trouve qu'on était bien, ouais. J'aurais bien passé la journée ici, mais bon, apparemment, on nous chasse au bout d'un moment, donc on fait avec. Hein. Donc, déjà, merci. Et je voulais juste vous poser une dernière question tous les deux. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, même si cette expression est moche, mais j'ai pas trouvé d'autre expression là tout de suite, est-ce que vous pensez que la scène rock polynésienne est prête pour l'international ? Est-ce que vous vous sentez prêt, vous, en fait ? Ah oui, non, bien sûr. Bien sûr. Pour Teruki, par exemple, notre musique, c'est exactement ce qu'on est.
c'est authentique. Y a pas de, on ne prend pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Non, non. C'est la vôtre maintenant, vous l'avez assimilé. Dès que tu es toi-même, tu es prêt pour le monde. Il n'y a pas de ça plaît pas. C'est beau ça. Voilà. Tu es prêt toi-même, tu es prêt pour le monde. Retenez cette phrase, c'est quand même fort. Voilà, il n'y a plus de questions de musique finalement. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, David? Moi, je pense que tant qu'on y va avec conviction, c'est bon. Bref. Voilà. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, et bref. Et Christophe, du coup, je me rappelle que le film se passait avant qu'il y ait les JO, du coup, puisqu'on en parle régulièrement, on l'évoque dans le futur. Et du coup, après qu'on ait eu l'événement, on a eu les JO, on a eu Kaoli qui a été célébré lors des JO. C'est un juste retour des choses. Quel est ton regard sur tout ça, sur la victoire de Kaoli, sur ce qui s'est passé ici à la suite des JO de Paris? Et pour revenir sur le métal, la victoire de Gojira, du coup. Gojira, qui avec la prestation qu'ils ont fait pour la cérémonie d'ouverture des JO, quelle prestation, ils ont gagné les Grammy Awards. Donc voilà, on reste dans le thème métal, je voulais juste glisser ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé ici? Non, mais comme tu le dis en un mot, c'est presque un juste retour des choses, et voilà, c'est très émouvant que ce sport qui est parti d'ici, qui a traversé le monde, revient pour les JO. Enfin, il y a quelque chose de magique là-dedans. Donc, ouais, c'était fort. Après, Vaine Firo n'a pas eu, malheureusement, alors qu'elle connaît très très bien la vague aussi, la chance d'avoir la médaille. Mais elle était là. Mais elle était là. Elle faisait partie des grandes surfeuses, enfin, voilà, incontournables. Non, je trouve ça c'est très beau. J'ai pas plus de choses à. J'ai pas les mots. Bref. J'ai pas les mots. Non, après pour le film, c'est vrai que l'aspect négatif, c'est que ça peut-être ça le date un peu, le côté JO. Il y a une version qui existe en 52 minutes où on a un peu enlevé toutes les références aux Jeux Olympiques et qui est un film plus axé Polynésie et expansion. Et on a retiré justement tous ces événements où on faisait référence aux Jeux Olympiques pour pas le cloisonner et que c'est un film qui circule, qu'on va vendre à l'international. C'est bien qu'il y ait cette version avec les JO parce que ça faisait partie intégrante de l'histoire du film. Quoi. Exactement. Il y a non, mais il a été créé pour ça. Et il y a une vraie narration de retour aux sources à la fin du film qui est une belle histoire au fond. Mais les producteurs en ont décidé autrement aussi et on a fait une version sans les JO. L'autre version n'aura pas du tout d'avenir? Vous n'en ferez rien là? Non, la version avec les JO, avec. Ah bah, si, on montre celle avec les JO là. Hein. Ouais. Cette version avec les JO a un problème, c'est les archives des Jeux Olympiques. Donc là, je vais être un peu technique, mais on a eu un accord en fait avec les producteurs pour avoir les archives de Duke Kahanamoku qui nage aux Jeux Olympiques de 1912 et 1920 et qui triomphe. Et on a eu un accord seulement dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc en fait, de toute façon, c'est des archives qui coûtent. C'est prohibitif en fait. On peut pas utiliser. C'est la moitié du coût. Ça représente un coût, quoi. C'est phénoménal. Je crois que c'est 30 000 € les archives. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est une espèce de propriété comme ça folle, alors que le sport est censé être le partage. Hein, voilà, bref. On parlait du côté subversif du surf et du métal. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait une autre version pour qu'elle soit commercialisable plus facilement. D'accord. Bah écoutez, on va finir là-dessus. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort nos intervenants, s'il vous plaît, pour la présentation de ces deux films. Qui sont donc Surf le Feu Sacré, qui est en compétition cette année. Et vous avez aussi le film Métal, qui cette fois-ci par contre n'est pas en compétition, mais vous pouvez voter pour, hein, donc vous aussi vous pouvez donner de la voix pour qu'il ait le prix du public. Donc merci tout le monde, en vous souhaitant bon courage et bonne chance pour ce FIFO. Et en attendant la suite, les autres productions qui seront présentées pour les FIFO à venir. Peut-être une suite du coup à l'histoire du métal quand l'exportation se fera vraiment. Ok, Maruru Metei. Maruru. Maruru.